Et quand je vais passer quelques hommes qui vont se franchir le pas de cette salle, la porte de cette salle. Ils ne sont pas nombreux, alors on va les saluer. Plus près. Ouais. Bon, donc je vais vous parler du symptôme, le symptôme, notre cher allié. Donc d'une façon générale, semble-t-il, les soignants adoptent une sorte de double langage, de double attitude un peu contradictoire vis-à-vis du symptôme. Tous semblent d'accord pour en reconnaître la valeur de signal, la valeur de messager, et pourtant beaucoup vont ensuite s'efforcer de le faire disparaître, comme si c'était en fait lui le problème principal. Parfois parce qu'ils n'ont pas pu percevoir le sens du message, ou parce que la personne qui consulte, que nous appellerons le consultant, fait fortement pression dans ce sens. Alors voyons ce que nous pouvons comprendre et faire dans le rapport avec le symptôme. Donc tout d'abord, je vais commencer par quelques définitions. Avant tout, donc, le symptôme est un signal d'alarme. Il indique que quelque chose se passe qui nous met en danger. Et il signale que nos systèmes protecteurs sont dans la nécessité de se mettre en action. Freud utilise la métaphore suivante. Le symptôme, c'est l'alarme qui nous indique, par exemple, que des voleurs cherchent à pénétrer dans la maison. Alors si on poursuit cette comparaison, on pourrait dire que les hurlements de la sirène font à la fois peur et à la fois souffrir les oreilles des habitants. Cependant, mettre du coton dans les sirènes d'alarme pour éviter les hurlements, vous conviendrez que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc au-delà de son sens de signal d'alarme, le symptôme indique une lutte, un conflit entre deux parties. Si j'ai de la fièvre, c'est parce que mon corps réagit et qu'il lutte contre l'infection. La fièvre n'indique pas la maladie, mais le fait qu'une lutte est en train de se dérouler à l'intérieur de moi. Le symptôme révèle donc aussi un conflit entre deux parties. Et nous verrons que ce thème de deux parties en conflit donne une voix royale dans tous les domaines psychologiques. Enfin, après le signal d'alarme et le conflit en cours, le symptôme peut être défini comme une tentative de compromis. Un compromis signalant par exemple que la partie interdite d'expression cherche à dire, qu'il y a une partie qui cherche à se dire, et en même temps, il montre le travail des mécanismes de défense contre cette expression. Pour prendre un exemple un peu simpliste, mon mal de dos peut à la fois manifester qu'une partie de moi n'en peut plus d'une situation relationnelle et à la fois révéler qu'une autre partie de moi refuse absolument de voir cela et cantonne au somatique la difficulté ressentie pour éviter de percevoir justement le problème relationnel. Du coup, le symptôme signale le problème, mais aussi le masque. Et ça reste donc peu compréhensible consciemment. Et s'il est difficile à comprendre, c'est qu'une partie de nous-mêmes, une partie majoritaire au pouvoir, veille à empêcher l'expression d'une voix interdite. Essayons d'illustrer cela par un exemple, qui est la synthèse de plusieurs cas du même genre. Cette femme, que nous appellerons Marie, a développé une grande capacité à arrondir les angles, à être diplomate, à éviter les conflits. Elle est facile à vivre, elle cherche à faire plaisir. Son entourage l'apprécie et elle se sent bien. Mais sa nouvelle supérieure hiérarchique, lui fait subir des injustices douloureuses de toutes sortes, et malgré ses stratégies habituelles, Marie n'arrive pas à faire évoluer les choses avec cette personne. En fait, la partie reniée en elle-même, celle qui n'a pas droit de citer, celle que Marie refuse consciemment et inconsciemment d'utiliser, c'est une partie agressive qui se trouve être fortement stimulée par la situation nouvelle, avec cette fameuse supérieure. Marie entre donc alors dans un conflit interne. Il y a une partie d'elle minoritaire, reniée, qui voudrait dire clairement, fortement, agressivement que les injustices doivent cesser, mais il y a une autre partie majoritaire,
en place au pouvoir depuis bien longtemps qui refuse d'écouter cette minorité interdite. Ainsi, là où une autre personne aurait utilisé cette agressivité pour dire et faire ce qui est nécessaire, Marie, elle, entre en conflit. Et plus la situation stimule son agressivité interdite, plus elle entre en conflit interne. Donc c'est un conflit qui se situe bien entre elle et elle. Et ça se manifeste par le symptôme. Au lieu de se sentir et de se montrer agressive, Marie devient de plus en plus angoissée. L'angoisse, comme la fièvre, indique un conflit intérieur. Mais à la différence de l'angoisse, de la fièvre, l'angoisse indique une lutte entre soi-même et soi-même. Entre Marie qui voudrait être en colère et Marie qui tient beaucoup à son statut de gentille fait plaisir. À cette angoisse s'ajoute bientôt la fatigue, parce que le conflit interne, évidemment, c'est épuisant. Alors que va-t-il se passer ? Avec le temps, non seulement l'angoisse augmente du fait de la situation qui perdure, mais en plus, Marie commence à s'affoler d'avoir tous ces signes d'angoisse. Elle rumine, du coup sa rumination l'empêche de dormir, alors elle se demande pourquoi ça lui arrive, et si elle ne serait pas un peu folle ou malade. Elle pense que peut-être sa nouvelle chef l'angoisse, mais elle ne voit pas trop comment en sortir. Alors du coup, elle va voir un médecin, le médecin lui prescrit anxiolytiques, antidépresseurs, quelques somnifères, mais Marie continue malgré tout à se sentir mal. Alors du coup, elle a des palpitations, alors elle consulte un cardiologue, rien de grave, lui dit-on. Mais les réactions de son corps l'inquiètent de plus en plus, et un arrêt maladie s'impose. Alors cet arrêt la soulage, au prix toutefois d'une augmentation de son sentiment d'incapacité du coup, et de l'impression d'être désormais une malade. Bref, de plus en plus éloignée du traitement adéquat, de ce qu'indiquait en fait le signal symptôme, elle va de plus en plus mal, elle somatise de plus en plus, même si les soignants divers lui disent que, on connaît bien la phrase, c'est simplement nerveux. En somme, ce conflit interne et le cercle vicieux qui l'entraîne, ça amène toujours plus de souffrance. Et ça tient au fait que face à la situation déstabilisante, Marie applique en fait les vieilles recettes qui sont les siennes habituellement, alors que celles-ci ne marchent pas. Elles ne sont pas adéquates dans ce cas de figure. Elle a beau faire, à l'intérieur de ses convictions et de ses comportements habituels, la solution, la sortie de crise ne se trouve pas de ce côté. La solution, en fait, la sortie de crise, suppose un virage à 180 degrés et l'acceptation d'entendre et d'intégrer la partie qui auparavant était reniée. Celle qui oserait en fait une saine agressivité. Mais ce qui rend difficile l'adoption de cette nouvelle attitude, c'est que celle-ci ne colle pas avec l'image identitaire que Marie a d'elle-même. Peut-être par exemple qu'oser se montrer agressive lui donnerait l'impression de devenir, par exemple, comme une de ses sœurs, vis-à-vis de laquelle elle a pris un total contre-pied. Bref, quelle que soit la raison, Marie ne veut pas entendre cette partie reniée d'elle-même qui cherche à se manifester. Or, elle ne le sait pas encore, elle aurait tout intérêt à dénouer cette crise en intégrant un aspect d'elle-même jusqu'alors refusé et interdit, et que le symptôme, notre cher symptôme, signale. Au lieu de lutter contre cette agressivité en elle, imaginons que, par exemple avec l'aide d'un thérapeute, elle commence à lui donner une certaine place. Alors elle va passer d'angoissée au stade de en colère, et perdre ainsi les angoisses qui l'inquiétaient tant auparavant. Elle va alors faire des découvertes et des expériences très instructives, riches de sens, débouchant sur une identité plus large, plus complexe, et même sur une nouvelle vision du monde. En effet, premièrement, elle découvre que, munie d'une certaine agressivité, elle peut poser beaucoup plus facilement des limites. Auparavant, elle était obligée de déployer des trésors d'imagination et d'astuces pour que la personne en face puisse respecter certaines limites, mais qui n'étaient pas très clairement affirmées en fait. Elle devait du coup manipuler plutôt que dire d'une façon carrée. Et c'était à la fois plus aléatoire, plus incertain et plus fatigant. Deuxièmement, elle découvre qu'en plus de poser des limites, maintenant du coup mieux respectées par les autres,
elle peut aussi affirmer plus nettement ses désirs et sa propre personnalité. C'est ceci une expérience bien gratifiante pour elle. Troisièmement, désormais, surprise, cerise sur le gâteau, le monde autour d'elle devient moins agressif, plus agréable, plus facile à vivre. Le monde change, quoi. Mais comment est-ce possible? C'est qu'auparavant, démunie de ses propres capacités agressives, d'une part, elle se sentait facilement menacée, et cantonnant, alors dans un cercle connu et apaisant, plus confortable. D'autre part, elle projetait du coup sur les autres cette agressivité interdite en elle, ce qui les faisait apparaître, du coup, ces autres, plus dangereux qu'ils n'étaient en fait. Là, tout au contraire, elle se sent désormais moins menacée, puisque capable de disposer de ses propres armes, et elle ne voit plus les autres surchargés de sa propre agressivité, refoulée. Bref, bizarrement, le monde change et devient plus doux. Même son mari change. Bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est incroyable. En somme, on pourrait dire que face à la crise et aux symptômes qu'elle entraîne, deux voies s'offrent à Marie. Soit elle essaye de faire disparaître le symptôme, anxiolytique, somnifère, relaxation, pensée positive, oubli, addiction, alcool, jeu, etc. Soit tout simplement accueillir le symptôme et chercher quel en est le sens. Mais cette deuxième option suppose fréquemment une aide extérieure, car dans la lutte entre soi-même et soi-même, nous sommes secrètement en accord avec la partie majoritaire, celle qui veut empêcher justement le surgissement de la partie refusée. Cette deuxième option semble plus exigeante aussi. Rester avec le symptôme douloureux, tenter d'en saisir le sens, accepter l'idée que cette quête va nous mener là où nous n'aimerions sans doute pas aller, mais cette voie aride permet une libération et un renouveau des capacités de la personne. Le symptôme disparaît alors sans qu'on ait eu à lutter contre lui. Entendons-nous bien, dans ce cas de figure, c'est la partie porteuse d'agressivité qui a besoin de trouver une petite place, mais dans d'autres cas, ça pourra tout aussi bien déboucher sur l'intégration d'un nouvel aspect, autrefois refusé, tel que la diplomatie, la douceur, demander sans exiger, etc. C'était juste dans ce cas précis. Peu importe, ce qui compte, c'est que la personne va élargir son champ de possibilités dès lors qu'elle aura respecté le symptôme et accueilli avec bienveillance ce messager porteur de douleur. Ainsi, Marie peut-elle alors non seulement garder son aspect fluide, qui met de l'huile dans les rouages, mais aussi utiliser au besoin le côté rugueux et plus carré lorsque c'est nécessaire. Elle est devenue au final plus complexe grâce au travail initié par le symptôme. Ceci rejoint les travaux d'un psychologue américain, Al Siebert, qui a étudié le profil psychologique des survivants, ceux qui s'en sont sortis dans des conditions extrêmes. Il a dégagé le fait que ceux-ci étaient en fait complexes, pouvant être par exemple à la fois dur et doux, confiant ou méfiant, autonome mais capable de demander l'aide, etc. Bref, il dispose d'une palette variée de traits de caractère et de comportement qui donne au final plus de chance à la possibilité d'une réaction créative. En particulier, ils pouvaient aussi bien s'appuyer sur leurs expériences antérieures que laisser complètement celles-ci de côté avec leurs anciennes solutions et se comporter comme des débutants innocents. En résumé, le symptôme, l'angoisse, le malaise, nous invite à nous y prendre autrement, nous invite à donner de la place à des aspects de nous-mêmes habituellement refusés, à devenir plus complexes. Au fond, la crise et le symptôme sont des opportunités de changement. En fait, nous évoluons par crise. Lorsqu'un mode de fonctionnement intérieur ou relationnel a été trouvé et établi, il met en place des systèmes pour se maintenir d'une façon homéostatique. Pendant quelques années, ça fonctionne bien. Puis arrive un moment où le modèle devient de moins en moins adéquat, adapté à la situation, puisque la situation dans le temps évolue. Et la crise est alors la période tendue où l'ancien système cherche à se maintenir et où la pression de nouvelles attitudes nécessaires se fait de plus en plus forte. La sortie de cette crise, de ce conflit,
passe par une nouvelle organisation qui elle-même établira ses nouveaux systèmes homéostatiques, devenant opérationnels et apaisantes pendant quelques années, jusqu'à la nouvelle crise. En ce sens, toute crise est une chance, un passage douloureux mais nécessaire, débouchant sur une nouvelle phase adaptative. Et si la crise est une chance, parallèlement, le symptôme est à accueillir et à respecter, car le travail concernant son message va nous permettre la sortie de crise. Donc sur ce point du respect du symptôme, qui est à considérer comme indicateur de la solution, on va constater des différences entre les approches thérapeutiques. En gros, on pourra trouver des thérapies, 3 types de thérapies principalement, des thérapies recouvrantes, des thérapies découvrantes et des thérapies uniquement axées sur le changement. Dans les thérapies recouvrantes, elles vont favoriser la lutte contre la douleur et le symptôme. Elles vont s'efforcer d'amener un apaisement, de calmer le jeu en quelque sorte, d'induire une vision positive, relaxante, trouver un équilibre en sortant des pensées ou comportements négatifs, en fait comme un pansement. D'une certaine manière, ce sont elles qui répondent le plus directement à la demande du consultant aussi. Celui-ci vient avec l'attente nettement exprimée d'arrêter de souffrir. Le thérapeute va répondre par une action ou par des propositions visant à calmer la douleur, apaiser les angoisses, à sortir de la fatigue, retrouver le sommeil. Cette façon de faire semble à la fois naturelle, logique finalement, et adaptée à la demande. Mais en fait, elle va se révéler bien souvent soit inefficace, parce que les soubassements du symptôme, eux, ils sont bien tenaces, soit trop bien efficaces, faisant disparaître le signal qui était justement utile et nécessaire, comme on l'a vu avant. Aussi désagréable, handicapante et parfois même insupportable que cela puisse être, la douleur physique et psychique est un signal d'alarme indispensable. On sait bien par exemple que dans l'anomalie génétique qui s'appelle l'analgésie congénitale, la personne qui ressent donc aucune douleur, c'est cette maladie, est en fait en sérieux danger de se brûler ou de se couper très gravement, par exemple. Mieux même, il est parfois indispensable de rester avec cette douleur pendant le temps nécessaire pour que celle-ci suscite en nous-mêmes le travail d'évolution et de cicatrisation nécessaire. Rester avec. C'est le cas du deuil, par exemple. Vouloir faire bonne figure, vouloir maîtriser sa peine ou la faire disparaître, à coup d'antidépresseurs par exemple, présente bien souvent comme conséquence l'installation d'un deuil interminable. La douleur et la violence des affects ayant été mises au congélateur, le congélateur les conserve intacts et gelés, prêt à nous les resservir à toute occasion. Enfin, en tout cas, dans toute occasion où cette situation de deuil exactement au point où elle a été laissée, au moment où elle a été mise au congélateur. 10 ans plus tard, ce deuil sera là, intact, non terminé, n'ayant pas évolué, et attendant d'être enfin vécu jusqu'au bout. Bref, à vouloir empêcher la traversée du désert, la traversée de la douleur, on aura maintenu celle-ci non achevée. C'est ce qu'on appelle les unfinished business, comme disent les Américains. Et on sait que ces unfinished business restent en nous, avec leur toxicité, aussi longtemps qu'ils ne sont pas justement terminés. Si vous voulez être porteur d'un deuil interminable, évitez de vivre celui-ci à fond et dans la douleur intense au moment où il a lieu. Ce n'est pas pour rien que de multiples civilisations ont instauré le rituel des pleureuses, ces femmes dont les cris de désespoir favorisaient chez l'endeuillé l'accès à sa propre douleur. Il pouvait ainsi laisser monter sa tristesse et cohabiter avec sa peine, sa désolation, son affliction, durant un temps suffisant, le temps, comme on dit, de faire son deuil. En somme, la tentation reste forte pour nous tous de faire disparaître la douleur le plus vite possible. Anthony Robbins, dans un de ses livres de PNL, se vante de pouvoir faire sortir d'un deuil en 3 jours en manipulant les images et les signifiants. Et je pense au cas de ce médecin qui prescrit des antidépresseurs à une patiente qui allait subir un deuil dans sa famille à titre tout à fait préventif. Dans notre école, dans notre perspective psychothérapique, ces mises en congélateur sont malvenues.
Il n'est pas sain non plus de vouloir plaquer du positif sur une situation détériorée. Un peu comme si on mettait un plâtre sur une blessure, un pansement sur une jambe de bois, au risque que celle-ci s'infecte. Évidemment, il n'est pas question de faire l'apologie de la douleur non plus. Et lorsque celle-ci devient carrément handicapante, une action pour la diminuer s'avère nécessaire. Mais gardons à l'esprit que la sortie, quand même, se trouve ailleurs que dans la lutte contre le symptôme douloureux. Maintenant, la recherche de la cause sous-jacente est plutôt l'option adoptée par les thérapies découvrantes. Donc, je vais vous parler de ces thérapies. Pour ces thérapies, justement, ce qui importe, c'est d'aller à la racine du symptôme, à la perception des parties en conflit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec le but de régler ce conflit au mieux des intérêts des parties en lutte. Il s'agit donc pour elles de ne pas s'arrêter à la première lecture, celle qui semble sauter aux yeux. En effet, cette première lecture réfère généralement à une cause supposée extérieure, faisant l'impasse sur le conflit interne provoqué par cette cause apparente et masquant celui-ci. Par exemple, cette maman, que nous appellerons Jacqueline, vient consulter car elle est extrêmement fatiguée. Elle explique avoir accouché il y a quelque temps d'un troisième enfant, une fille, après 2 garçons. Ces raisons semblent logiques et extérieures. L'inévitable fatigue due aux soins du bébé, la reprise du travail qui se profile, etc. Pourtant, il apparaît qu'avec ses 2 premiers bébés, ceci n'avait pas eu lieu. Et que d'une façon générale, cette femme, plutôt sportive, jouit d'une bonne santé de fer. Là, elle a pour la première fois de sa vie posé un arrêt maladie de 15 jours. Elle se sent avec peu de force, déprimée. La tentation naturelle, recouvrante, comme on l'a vu tout à l'heure, serait de lui dire de se reposer, de se reprendre en main lentement, de prendre son temps pour s'occuper d'elle. Alors qu'il sera visible dès la 2e séance que cette femme qui se trouve maman, en fait qui se retrouve être maman d'une fille pour la première fois, a vu se poser en elle la question nouvelle de l'identification à sa propre mère. Elle était la fille de sa mère jusqu'à présent, aujourd'hui elle devient la mère de sa fille. Et se réveille en elle alors l'identification à cette mère fatiguée et dépressive. La lutte se situe en elle-même, entre la femme battante et sportive qu'elle a été jusqu'à présent, et la femme fatiguée et déprimée qu'elle serait censée devenir maintenant qu'elle est mère d'une fille, donc comme sa mère. Bref, l'accès à ce conflit interne résoudra très vite ces questions, alors qu'une lente tentative pour remonter la pente aurait été minée en permanence par ces enjeux s'ils n'avaient pas été perçus. On trouvera dans ce domaine des thérapies découvrantes, d'une part, les thérapies profondes et souvent longues, telles que la psychanalyse. Elles sont alors centrées sur le destin, les répétitions traumatiques, liées à l'expression inconsciente d'une partie profondément enfouie, difficilement accessible. La psychanalyse réveillée, plus courte et remarquablement efficace, permet ce travail d'une refondation d'une façon élégante. D'autre part, les thérapies courtes, centrées sur la mise à jour du conflit, oui, parce que t'en profites, hein, avec une partie interne reniée, et sur la récupération des capacités de celle-ci, capacités auparavant déniées, oubliées, mises sous boisseau. La thérapie self-inductive, la TBSI, c'est permettre aux consultants de trouver des voies et des capacités dont ils ne se savaient pas même porteurs à ce point. Enfin, les thérapies axées sur le changement. Elles sont axées uniquement sur la réalisation d'un changement, principalement orientées sur la solution et sur la possibilité pour le consultant d'effectuer un virage, notre fameux virage à 180 degrés de tout à l'heure, dans sa façon de prendre le problème dans lequel il se débat. Et elles sont fortement influencées par les études de l'école de Palo Alto et des mouvements psychothérapiques qui en ont découlé. Elles ont eu le très grand mérite de montrer que pousser la personne vers le changement se révèle généralement contre-productif et suscite soit la résistance, soit l'assujettissement. Donc le fait de pousser trop la personne. Être à la fois en position basse et non pas l'expert qui sait,
et à la fois plutôt freinateur du changement au moment même où celui-ci commence à être envisagé, ces deux attitudes, donc à la fois la position basse du psy et freinateur du changement, ne sont pas naturelles pour la plupart des soignants. En fait, en effet, on leur a appris à être tout au contraire plutôt l'expert qui sait et qui aide au changement et qui pousse dans ce sens. C'est-à-dire exactement l'opposé des propositions qui ont été mises au point par les thérapies du changement, justement. Avouons qu'il faut une solide expérience de l'efficacité de cette pratique avant de pouvoir aisément et spontanément freiner le changement au moment même où le consultant s'engage dans la voie libératrice. Et pourtant, rien de plus logique lorsqu'on a compris et surtout expérimenté que tout changement envisagé par la personne suscite intérieurement, en sous-main et en secret, des forces de frein au changement. Il y a un conflit larvé entre les forces d'accélérateur qui poussent au changement et les forces de frein qui veulent maintenir les choses en état. Ce sont deux tendances contradictoires, le frein et l'accélérateur, mais aussi deux protagonistes, le thérapeute et le consultant. S'ils sont en lien étroit, dès lors que l'un se charge des aspects, l'autre se charge de l'autre aspect. Un peu comme pour maintenir notre fameux équilibre de tout à l'heure. Si le thérapeute plaide pour le changement, le consultant reste alors avec l'autre face, les forces de frein. Du coup, il va résister au changement et le thérapeute cherchera à contourner ces résistances qui sont en bonne part liées à sa propre attitude. Mais dès lors que le thérapeute se charge lui-même des forces de frein, alors c'est le consultant qui va pouvoir rester avec les forces de changement. Et il peut les assumer pleinement, puisque les forces de frein sont portées par quelqu'un d'autre. Cette répartition des rôles, inconsciente et spontanée, sera d'autant plus nette si les deux membres de cette dyade sont en relation très étroite, premier temps indispensable à toute thérapie. Mais nous y reviendrons tout à l'heure dans cette journée consacrée aux forces de guérison. En conclusion, je voudrais donc rappeler l'intérêt de respecter le symptôme, de se mettre humblement et habilement à l'écoute de ce qu'il veut dire, du conflit qu'il recèle, des parties du psychisme qui s'affrontent. Si l'on procède ainsi, alors on va pouvoir découvrir la sortie du labyrinthe, là, précisément où on ne l'attendait pas. C'est une sortie qui débouche de fait sur un élargissement des capacités du consultant et finalement sur une plus grande palette adaptative, une plus grande richesse de personnalité. Tout compte fait, on pourrait dire merci notre cher symptôme. Merci pour votre attention.